Imaginez-vous, confortablement installé dans votre lit, sur le point de vous endormir. Dehors, le silence est total, tandis que votre esprit est encore assailli par le tourbillon des préoccupations quotidiennes. Et maintenant, imaginez que précisément à cette seconde, loin au-delà de notre atmosphère, un messager venu des profondeurs du temps se dirige vers la Terre. Un voyageur de pierre qui ne transporte pas seulement de la poussière ou de la glace, mais un message chiffré, émanant d'une civilisation éteinte bien avant l'apparition du premier être humain. Ce n'est pas un scénario de film de science-fiction. C'est le sujet de notre conférence d'aujourd'hui. Les scientifiques ont bel et bien annoncé la découverte de traces. Et attention, pas seulement des traces de vie, mais d'une activité technologique complexe sur un astéroïde ayant pénétré notre système solaire. Aujourd'hui, ensemble, nous allons nous embarquer dans cet incroyable voyage. Nous découvrirons ce qu'ils ont trouvé exactement, comment cela est possible, et ce que cette révélation signifie pour chacun d'entre nous. Êtes-vous prêt à percer le secret que le cosmos a gardé pendant des milliards d'années? Alors installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez cette histoire vous emporter dans le monde des plus grands mystères de l'univers. Pour saisir toute la grandeur de cet événement, faisons un petit retour en arrière. Le cosmos a toujours été pour nous une source d'inspiration et de crainte. Nous avons envoyé des télescopes, scruté les galaxies lointaines, lancé des sondes vers les planètes voisines, avec un seul objectif: répondre à la question essentielle. Sommes-nous seuls dans l'univers? Pendant des décennies, nous avons écouté le spectre radio à travers le projet SETI, espérant capter un signal intelligent. Mais le cosmos est resté muet. Les astéroïdes et les comètes n'étaient considérés que comme des débris de construction, des restes inertes de la formation du système solaire. Des roches dangereuses, parfois magnifiques, mais dénuées de vie. Tout a changé avec l'apparition d'objets interstellaires comme Oumuamua, qui a traversé notre système en 2017. Sa forme étrange et son accélération inexpliquée ont forcé les scientifiques à envisager, pour la première fois sérieusement, la possibilité d'une origine artificielle. Mais Oumuamua est reparti, laissant derrière lui plus de questions que de réponses. Et voilà que, quelques années plus tard, un nouvel objet surgit à l'horizon. Un astéroïde nommé Vespertilio Sept. Cette fois, l'humanité avait un plan. Nous n'allions pas nous contenter de le regarder passer, nous allions l'examiner de près. Notre récit commence donc avec Vespertilio Sept. Ce nom, qui signifie chauve-souris, n'avait pas été choisi par hasard. Sa trajectoire était chaotique, imprévisible, comme s'il se débattait dans l'obscurité, guidé par des forces invisibles. Contrairement à la majorité des astéroïdes, il ne suivait pas une douce orbite elliptique, il effectuait d'étranges corrections de cap, presque intentionnelles. C'est un groupe international d'astrophysiciens, basé à l'Observatoire européen austral, qui a tiré la sonnette d'alarme. Les données des radiotélescopes révélaient que l'objet ne se contentait pas de réfléchir la lumière. Il absorbait certaines longueurs d'onde du spectre radio, un comportement absolument étranger à la roche ou à la glace ordinaire. On aurait dit un revêtement furtif, mais transposé à l'échelle cosmique. Pour vérifier cette hypothèse, la décision fut prise d'envoyer la sonde automatique ECHO 3 vers l'astéroïde. Sa mission était simple: se rapprocher, effectuer un balayage détaillé de la surface et prélever des échantillons. Personne ne s'attendait à ce que cette mission, en apparence routinière, débouche sur la plus grande découverte de l'histoire humaine. Les premières images transmises à la Terre par ECHO 3 provoquèrent un véritable choc. La surface de Vespertilio Sept n'était pas criblée de cratères de manière chaotique, comme on s'y attendait. Elle était recouverte d'un réseau de lignes parfaitement droites, se croisant à des angles stricts, évoquant un circuit imprimé gigantesque. Ces lignes s'enfonçaient profondément dans la croûte de l'astéroïde. Certaines d'entre elles émettaient une faible lueur dans l'infrarouge,
comme si une chaleur résiduelle y circulait encore. Imaginez un astéroïde de la taille d'une petite ville, entièrement recouvert d'un motif géométrique régulier qu'aucune force naturelle connue n'aurait pu créer. C'était la première preuve irréfutable que nous avions affaire à une construction artificielle. Le monde entier retint son souffle, tandis que les scientifiques s'efforçaient de déchiffrer ce qu'ils avaient sous les yeux. Sur tous les continents, les plus grands esprits de l'humanité étaient rivés aux écrans, scrutant les données envoyées par cette petite sonde qui venait de devenir les yeux et les mains de notre espèce, touchant du doigt l'inconnu. L'étape suivante de la mission ECHO 3 consistait à s'approcher et à analyser la composition de ces lignes mystérieuses. Les spectromètres de la sonde ont immédiatement été mis en œuvre, et les résultats se sont révélés encore plus stupéfiants que les données visuelles. Le matériau constituant ces gigantesques pistes ne correspondait à aucun élément ou alliage connu. C'était une structure cristalline à base de carbone, certes, mais dotée d'un réseau non tétraédrique. Une anomalie jugée impossible par la chimie classique. Ce matériau présentait des propriétés stupéfiantes. Plus résistant que le diamant, il pouvait pourtant fléchir comme du plastique et affichait une conductivité proche de 100% à des températures ultra basses. Mais la découverte la plus significative restait à venir. Lorsque les microforets de la sonde ont tenté de prélever un échantillon, ils ont buté sur quelque chose d'encore plus étrange. Sous la couche superficielle des lignes, des structures microscopiques étaient organisées en motifs répétitifs d'une complexité ahurissante. Il ne s'agissait pas de cristaux naturels. C'étaient des milliards et des milliards d'objets de taille nanométrique, dont la forme évoquait des engrenages, des transistors et des cellules de mémoire. Leur taille était si infime qu'il a fallu recourir au microscope électronique de la sonde pour les observer en détail. En substance, l'intégralité de la surface de l'astéroïde formait un unique et gigantesque mécanisme de calcul. Un ordinateur de la taille d'une ville, dérivant dans l'espace depuis des milliards d'années. Cette nouvelle a rapidement filtré dans la presse, provoquant une vague de panique et d'enthousiasme à l'échelle mondiale. Les gouvernements ont bien tenté de maîtriser la situation en classifiant les données, mais il était déjà trop tard. L'humanité venait d'apprendre qu'une civilisation existait, ou avait existé, dans l'univers, capable de transformer des astéroïdes en supercalculateurs. La question, sommes-nous seuls, à céder la place à une autre, bien plus angoissante? Qui étaient-ils et où sont-ils maintenant? Les scientifiques affectés au projet se retrouvaient dans une impasse totale. Ils faisaient face à un artefact dont la complexité excédait de loin tout ce que les technologies terrestres actuelles pouvaient concevoir. Comment étudier un ordinateur sans avoir la moindre idée de son architecture, de son système d'exploitation ou même de sa source d'énergie? Les premières tentatives pour activer l'astéroïde furent extrêmement prudentes. Ils lui ont envoyé des faisceaux d'ondes radio de différentes fréquences, des impulsions laser et des flux de particules chargées. La plupart du temps, Vespertilio-Sept ne réagissait d'aucune façon. Il restait froid et silencieux. Il ne semblait être qu'un monument mort à une grandeur passée. Mais un jour, lors d'une expérience utilisant des ondes gravitationnelles modulées, une technologie encore balbutiante sur Terre, quelque chose d'incroyable s'est produit. L'astéroïde a répondu. Ce n'était pas le signal fort et clair que les enthousiastes de SETI attendaient depuis si longtemps. C'était un écho à peine perceptible. Une faible, mais parfaitement structurée, séquence d'impulsions émanant des profondeurs mêmes de l'objet. Le signal était incroyablement complexe et à plusieurs niveaux. Il contenait des constructions mathématiques que la science terrestre commençait à peine à appréhender. C'était comme tenter de déchiffrer un livre, écrit dans une langue composée non de lettres, mais de pure conceptualisation mathématique. Le déchiffrement de ce message est immédiatement devenu la priorité absolue de toute l'humanité.
Les supercalculateurs les plus puissants, les réseaux neuronaux et même les spécialistes en informatique quantique furent mobilisés sur le projet. Une course contre la montre s'engagea, car l'astéroïde poursuivait son voyage et s'éloignait progressivement de la Terre. Les premières semaines n'apportèrent aucun résultat tangible. Le signal était si dense et alambiqué qu'on craignait que son analyse ne prenne des siècles. Mais c'est alors qu'un des réseaux neuronaux, entraîné pour la recherche de motifs dans les systèmes biologiques, a détecté quelque chose de familier. Étrangement, la structure du signal ressemblait à un génome. Pas un génome humain, bien sûr, mais il possédait tous les marqueurs d'un code génétique, des séquences, des marqueurs de début et de fin, des blocs dupliqués et même quelque chose qui s'apparentait à de l'ADN poubelle. Cette découverte a tout bouleversé. Le message que portait cet astéroïde n'était ni un texte, ni une simple image. C'était un véritable plan de construction biologique. Le code génétique d'un être vivant, encodé par une technologie inconnue au sein même de la structure cristalline de l'astéroïde. Lorsque les scientifiques sont parvenus à isoler et à visualiser la structure fondamentale de ce génome, ils ont découvert quelque chose qui transcendait toutes les limites de la biologie terrestre. Au lieu de la double hélice d'ADN à base de carbone qui nous est familière, il s'agissait d'une triple hélice dont l'ossature était faite de silicium. C'était une prédiction théorique qui passionnait depuis longtemps les esprits des auteurs de science-fiction et de quelques biochimistes, la vie basée sur le silicium. Une forme de vie capable d'exister dans des environnements absolument hostiles pour nous, notamment à des températures extrêmes ou dans le vide spatial. Le déchiffrage de ce génome s'est révélé être l'assemblage du puzzle le plus complexe de l'univers. Chaque bloc de code décrivait un organe ou un système spécifique de cette créature hypothétique. Elle n'avait pas de poumons, car elle ne respirait pas. Elle n'avait pas d'yeux au sens où nous l'entendons, mais elle était équipée de capteurs sophistiqués capables de percevoir les champs gravitationnels et l'intégralité du spectre électromagnétique. Elle était dépourvue de membres, mais pouvait modifier la forme de son corps, composé de cristaux programmables, à la manière d'un métal liquide. Son cerveau n'était pas localisé à un seul endroit. Il s'agissait plutôt d'un réseau distribué qui pénétrait l'intégralité de son organisme. Cet être serait, selon nos critères, immortel, capable d'autoréparation au niveau atomique et de se reproduire par simple duplication de son code génétique. Il était parfaitement adapté à une vie non pas sur une planète, mais dans l'espace profond. C'était l'enfant de la poussière d'étoiles et du vide intergalactique. Lorsque l'image se précisa, les scientifiques baptisèrent de cette race hypothétique les cristallides. Ce nom reflétait leur nature supposée à base de silicium et la structure cristalline de leur corps. L'analyse de leur génome permit de tirer des conclusions non seulement sur leur biologie, mais également sur leur environnement d'origine. Apparemment, ils n'étaient pas nés sur une planète chaude et humide comme la nôtre, mais au sein des disques protoplanétaires froids et denses entourant les jeunes étoiles. Leurs matériaux de construction n'étaient pas l'eau et les molécules organiques, mais les silicates et les métaux. Leur métabolisme était probablement basé sur des effets thermoélectriques, leur permettant de puiser directement leur énergie dans les gradients de température du cosmos. Leur perception du monde nous serait absolument étrangère. Ils auraient pu voir les ombres gravitationnelles des planètes et entendre la musique des pulsars. Le temps s'écoulerait différemment pour eux, car leurs processus vitaux seraient des milliers de fois plus lents que les nôtres. Ce qui représente un millénaire pour nous ne serait peut-être qu'un instant pour un cristallide. Cette idée était à la fois fascinante et terrifiante. Nous n'étions pas seulement confrontés à une intelligence différente, mais à une autre forme d'existence même. Mais la question principale restait sans réponse. S'ils étaient si parfaitement adaptés à la vie dans l'espace, pourquoi avaient-ils disparu ?
Pourquoi tout ce qui restait d'eux n'était qu'un astéroïde Arche solitaire contenant leur code génétique? La réponse, il s'est avéré, se cachait dans les parties du signal initialement considérées comme du bruit. Tout comme notre ADN contient des sections non codantes qui portent les traces de notre évolution, l'histoire des cristallides était encodée dans leur propre génome. Le décryptage des signaux historiques a été rendu possible par une avancée majeure en linguistique quantique. L'information dans ces séquences était en réalité codée de manière non linéaire. Chaque fragment était interconnecté à des milliers d'autres, formant ainsi une matrice sémantique multidimensionnelle. La seule façon de la déchiffrer était d'en percevoir toutes les connexions simultanément. Seul un ordinateur quantique en était capable. Lorsque la première page de cette chronique cosmique fut enfin révélée, elle raconta une histoire qui dépassait nos plus folles fantaisies. Les cristallides n'étaient pas une race unique. C'était une véritable écosystème composé de multiples espèces qui habitaient un gigantesque nuage de gaz et de poussière, s'étendant sur d'innombrables années-lumière. Ils ne bâtissaient pas de cités telles que nous les concevons. Le nuage lui-même était leur foyer. Il s'y déplaçait, puisant son énergie et sa matière, et formait ainsi de complexes communautés symbiotiques. Ils ne connaissaient pas la guerre, car les notions de territoire ou de ressources n'avaient aucun sens à leurs yeux. L'abondance était totale. Leur civilisation était fondée sur les principes d'harmonie et de pure connaissance. Ils étudiaient l'univers, non pas via des télescopes, mais directement, assimilant ces lois fondamentales grâce à leur corps qui agissait comme de véritables capteurs. Ils maîtrisaient la gravité pour voyager entre les systèmes stellaires et étaient même capables de modifier la structure de la matière elle-même, utilisant des astéroïdes pour façonner leur bibliothèque, à l'image de Vespertilio Sept. Leur histoire ne s'étalait pas sur des millénaires, mais sur des milliards d'années. Ils avaient assisté à la naissance et à la mort des galaxies. Ils avaient vu les étoiles s'embraser et s'éteindre. Pour eux, la civilisation humaine n'était qu'une simple étincelle éphémère dans l'océan infini du temps. Et pourtant, même cette grande et ancienne civilisation se heurta à une menace, une force devant laquelle elle se retrouva elle aussi impuissante. Dans leurs annales, cet événement porte le nom de la Grande Fracture. Il ne s'agissait ni d'une invasion ennemie, ni d'un épuisement des ressources. C'était une altération fondamentale du tissu même de l'espace-temps. D'après leur registre, à un certain stade de l'évolution de l'univers, quelque chose s'est produit qui a modifié les constantes régissant l'interaction nucléaire faible. Pour la vie basée sur le carbone, comme la nôtre, cette modification serait passée presque inaperçue. Mais pour les cristalloïdes, dont la biologie reposait sur l'équilibre délicat des liaisons silicium, ce fut une catastrophe. Leurs corps commencèrent à se désintégrer. Leurs cristaux programmables perdaient leur structure, se muant en simple sable. Leur conscience collective, basée sur l'intrication quantique, se mit à défaillir. Des communautés entières de cristalloïdes se dissolvaient purement et simplement dans l'espace, se transformant en nuages de poussière inerte. Ils ne pouvaient pas lutter contre cela. C'était comme essayer de défier le cours du temps lui-même. Cette grande et sage civilisation qui avait survécu aux explosions de supernovas et aux collisions galactiques se retrouvait au bord de l'extinction, victime d'une loi physique implacable. Ils comprirent que leur heure était venue. Ils prirent alors une décision. Ils ne pouvaient se sauver eux-mêmes, mais ils pouvaient préserver leur mémoire. Ils rassemblèrent l'intégralité de leur savoir, de leur histoire, de leur biologie, et les encodèrent dans les supports les plus stables qu'ils purent concevoir, des astéroïdes métamorphosés en bibliothèques cristallines. Chaque astéroïde Arche contenait l'information complète de leur civilisation. C'était leur ultime volonté, leur testament laissé à l'univers.
La création de ces arches fut l'ultime grande œuvre de la civilisation des cristallides. Ils localisaient des astéroïdes composés de métaux réfractaires et de silicates, puis, grâce à des champs gravitationnels focalisés, ils modifiaient leur structure interne au niveau atomique. Ce processus exigeait des millénaires, impliquant les derniers survivants de leur espèce. Ils intégraient leur propre code génétique et même des fragments de leurs souvenirs dans le réseau cristallin de la pierre. Chaque arche n'était pas une simple banque de données, c'était un mausolée, le mémorial d'un monde disparu. Vesperilio-Sept n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Nul ne sait combien d'entre elles errent aujourd'hui dans l'immensité de l'univers. Peut-être des milliers, peut-être des millions. Une fois les arches achevées, les cristallides ont utilisé leurs dernières réserves d'énergie pour les propulser vers les coins les plus reculés de la galaxie. Ils ignoraient qui trouverait leur message et quand. Ils ignoraient si ceux qui le trouveraient seraient en mesure de le décrypter. C'était un acte de foi. L'espoir que leur existence ne sombre pas dans l'oubli. L'espoir qu'un jour, quelque part, une autre espèce intelligente apprenne qu'il y eut dans l'univers des êtres tissés de poussière d'étoiles qui ont aimé, créé et rêvé. Puis, lorsque la dernière arche eut été lancée dans son long voyage, la civilisation des cristallides s'est éteinte. Leur chronique s'interrompt sur cette note. La dernière trace n'est pas faite de mots, mais d'une sensation pure de solitude et de silence cosmique. La fin d'une ère était arrivée, la fin de la vie basée sur le silicium dans notre secteur de l'univers. Pour les scientifiques terrestres, cette découverte fut une source non seulement d'émerveillement, mais aussi d'une profonde tristesse. Ils avaient effleuré une grandeur qui n'existait plus. Les débats philosophiques et éthiques qui ont suivi la publication du décryptage intégral ont ébranlé la société humaine dans ses tréfonds. Nous avons obtenu des réponses à de nombreuses questions, mais en contrepartie, de nouvelles, bien plus complexes, ont émergé. Que faire de cette connaissance ? Le génome des cristallides n'est pas un simple texte, c'est un véritable mode d'emploi. En utilisant nos technologies de pointe en génie génétique et en nanotechnologie, nous pourrions, théoriquement, les recréer. Synthétiser un génome de silicium et tenter de faire éclore un cristallide en laboratoire. Les partisans de cette idée clamaient que c'était notre devoir, que nous n'avions pas le droit de laisser une forme de vie aussi unique n'être qu'une simple entrée dans les archives. Que la résurrection des cristallides pourrait enrichir notre propre culture et notre science d'une manière inimaginable. Ils pourraient peut-être devenir nos enseignants, des guides qui nous mèneraient au prochain palier de l'évolution. Imaginez un monde où les humains et des êtres de cristal pur travaillent de concert, explorant l'univers. Cela ressemble à une utopie. Mais les opposants à cette démarche soulignaient les risques colossaux. Nous ignorons tout de leur psychologie. Et si l'être recréé s'avérait hostile ? Et s'ils nous considéraient, nous, créatures fragiles et éphémères faites de carbone, comme une erreur de la nature qu'il faudrait corriger ? Et s'il souffrait, se retrouvant seul au monde, dans un environnement qui lui est étranger, dernier spécimen de son espèce ? Ne serait-ce pas un acte d'une cruauté inouïe ? L'humanité se retrouvait face à un choix inédit. Devenir des dieux capables de ressusciter une civilisation éteinte, ou rester de simples gardiens de musées, préservant avec soin leur mémoire. Ce débat a fracturé la communauté scientifique, les gouvernements et même les familles. Tandis que l'agitation régnait sur Terre, le travail d'exploration de l'astéroïde se poursuivait sans relâche. Une deuxième mission, plus ambitieuse, baptisée Prométhée, fut organisée. Son objectif n'était plus la simple étude à distance, mais le débarquement sur la surface de Vespertilio-Sept afin d'y établir une base de recherche temporaire. Ce fut le projet spatial le plus complexe jamais tenté. Les modules robotisés devaient s'arrimer à l'objet en rotation et se fixer à sa surface cristalline très particulière. L'atterrissage fut un succès.
Les rovers géologues commencèrent à explorer les gigantesques traces repérées à la surface. Et là, une nouvelle surprise les attendait. L'astéroïde n'était pas entièrement mort. Des processus résiduels continuaient de se dérouler dans ses profondeurs. Des scanners gravimétriques détectèrent au centre même de l'objet une vaste cavité. À l'intérieur, une température extrêmement basse, proche du zéro absolu, était maintenue. Et au cœur de cette poche se trouvait un objet de forme parfaitement sphérique. Il s'agissait, semblait-il, du noyau ou du processeur central de cet ordinateur géant. Ce processeur n'était pas totalement éteint. Il fonctionnait en mode d'hibernation profonde, consommant une quantité infime d'énergie. Celle-ci provenait visiblement de la désintégration d'isotopes à longue durée de vie, incorporés il y a des milliards d'années. Par moments, le noyau émettait de faibles impulsions énergétiques qui se propageaient sur toute la surface de l'astéroïde. Les scientifiques émirent l'hypothèse qu'il s'agissait d'une forme de vérification du système, un processus automatique assurant la survie et le bon fonctionnement de cette arche au fil des éons. Une idée folle germa alors. Et si l'on tentait d'alimenter le noyau de l'extérieur pour le réveiller, le risque était immense. Nul ne savait ce qui pourrait arriver. Mais la tentation était bien trop forte. La tentation d'entamer un dialogue avec la dernière relique d'une civilisation disparue. Le processus de éveil avait été préparé pendant des mois. Sur Terre, les ingénieurs avaient modélisé des centaines de milliers de scénarios pour anticiper la moindre des conséquences. Enfin, la date fut arrêtée. La sonde énergétique spéciale de la mission Prométhée s'approcha du noyau et libéra un faisceau focalisé de tachyons, ces particules hypothétiques capables, selon certaines théories, de transmettre de l'énergie sans aucune déperdition. Pendant les premières secondes, rien ne se produisit. Et puis, l'astéroïde entier se mit à vibrer. Des lignes sur sa surface s'illuminèrent d'une vive lueur bleue. La température du noyau commença à augmenter lentement, et des profondeurs de Vespertiliosept jaillit un nouveau signal. Cette fois, il était puissant, limpide et sensé. Ce n'était plus une simple suite de données, c'était un dialogue. Les réseaux neuronaux sur Terre, déjà entraînés sur la structure du génome des cristallides, purent établir un contact initial. Le système sur l'astéroïde, que les scientifiques nommèrent le « gardien », commença à poser des questions. Il ne s'exprimait pas par des mots, mais par des formes mathématiques complexes. Il s'intéressait à notre biologie, à notre histoire, à notre culture. Il scannait nos bases de données transmises depuis la Terre à une vitesse ahurissante. En quelques heures, le gardien apprit tout de l'humanité, de la structure de notre ADN au contenu de chaque livre de la bibliothèque du Congrès. Puis ce fut son tour de raconter. Il nous montra des images de son monde. Non pas sous forme de clichés ou de vidéos, mais en transmettant des données sensorielles pures directement au cerveau des opérateurs sur Terre. Les humains connectés au système purent, l'espace de quelques instants, ressentir ce que c'était que d'être un cristallide. Ils perçurent schisque le froid de l'espace, virent les ondes gravitationnelles et entendirent la symphonie des étoiles pulsantes. Ce fut une expérience qui les changea à jamais. Ils touchèrent une conscience aussi ancienne et sage que la nôtre est sage face à celle d'une fourmi. La conversation avec le gardien révéla à l'humanité un autre détail stupéfiant. Les arches, telles que le Vespertiliosept, n'étaient pas de simples bibliothèques. Elles étaient aussi des graines. Leur mission ne consistait pas seulement à préserver l'information, mais également, sous certaines conditions, à lancer un processus de terraformation, ou plus exactement, de cristaformation. Si l'arche trouvait une planète sans vie idéale, riche en silicium et en métaux nécessaires, elle pouvait initier la création d'un nouvel écosystème basé sur le silicium. Grâce aux nanorobots stockés dans ses profondeurs, elle aurait pu remodeler la géologie planétaire entière,
y créant les conditions nécessaires à l'émergence d'une nouvelle vie à l'image et à la ressemblance des cristalloïdes. C'était leur plan B. Si leur civilisation ne pouvait pas survivre, alors peut-être que leurs descendants, leur nouvelle version, pourraient renaître dans un autre coin de l'univers, à une autre époque. Cependant, le gardien nous informa qu'au cours de milliards d'années d'errance, aucune des arches n'avait trouvé de monde approprié. Toutes les planètes rencontrées étaient soit des géantes gazeuses, soit déjà occupées par une vie carbonée en plein essor, dans l'écosystème de laquelle ils n'avaient pas le droit d'intervenir, conformément à leur code éthique principal, le code de non-interférence. Notre système solaire, et la Terre en particulier, étaient classés par le gardien comme une zone d'interdiction absolue de cristaformation. Il n'était pas venu pour nous coloniser, mais simplement pour transmettre son savoir et poursuivre sa route. Cette nouvelle dissipa une tension colossale. Il n'y avait pas de menace d'invasion. Mais elle confronta l'humanité à un nouveau dilemme moral, bien plus complexe. Le gardien nous proposa un marché. Il était prêt à partager toutes les technologies cristalloïdes, la maîtrise de la gravité, la création de matière à partir d'énergie, les secrets de la vie éternelle. En échange, il ne demandait qu'une seule chose, l'aider à trouver un nouveau foyer. Utiliser nos données astronomiques et notre puissance de calcul pour dénicher, dans la galaxie, une planète propice à la renaissance de son monde. La proposition du gardien a soulevé une véritable tempête au sein de la communauté mondiale. D'un côté, c'était l'opportunité d'effectuer un bond technologique de plusieurs milliers d'années. Les maladies, la famine, la crise énergétique, toutes ces ces épreuves auraient pu être résolues instantanément. Nous serions devenus une espèce interstellaire, maître de notre propre destin. D'un autre côté, le prix à payer était lourd. En aidant les cristallides à renaître, nous assumions la responsabilité de créer une nouvelle civilisation. Et si, à terme, cette nouvelle civilisation devenait une menace pour nous ou pour d'autres espèces de la galaxie? Nous ne les connaissions pas vraiment. Leur psychologie, leurs objectifs, tout cela pouvait nous être totalement étranger. Par ailleurs, une faction estimait que ces technologies étaient bien trop dangereuses pour l'humanité. Elle craignait qu'en détenant la puissance des dieux, nous finissions inévitablement par nous autodétruire dans des guerres pour le contrôle de cette force. Cette faction exigeait de rejeter l'offre, d'enregistrer toutes les données reçues et de laisser le Vespertilio-Sept poursuivre sa route. Les Nations Unies ont convoqué une assemblée générale extraordinaire où les représentants de tous les pays devaient parvenir à une décision commune. Le monde entier suivait la retransmission. Les débats ont duré plusieurs semaines. Scientifiques, philosophes, chefs religieux et militaires ont pris la parole. L'humanité était en train de décider de son propre sort. Pendant que l'humanité délibérait, le gardien attendait patiemment. Pour lui, nos semaines n'étaient que des fractions de secondes. Il avait déjà attendu des milliards d'années et pouvait attendre encore. Mais son attente silencieuse était l'argument le plus percutant. Elle nous rappelait l'immense responsabilité qui pesait sur nos épaules. Au beau milieu de ces débats houleux, un incident a bien failli virer à la catastrophe pure et simple. Craignant que la technologie des cristalloïdes ne tombe entre les mains de leur ennemi, un groupe de radicaux militaires, appartenant à une nation non identifiée, a tenté de détruire l'astéroïde. Depuis une plateforme orbitale camouflée, ils ont lancé plusieurs missiles nucléaires en sa direction. Le monde entier retint son souffle, horrifié. Le plus grand trésor de l'histoire allait être annihilé pour la raison la plus triviale qui soit, la peur et la méfiance de l'humanité. Les missiles se rapprochaient inexorablement de Vespertilio-Sept. Les systèmes de défense de la mission Prométhée étaient totalement impuissants face à une telle puissance de feu. Mais alors qu'il ne restait que quelques secondes avant l'impact, quelque chose d'incroyable s'est produit.
Soudain, l'astéroïde fut enveloppé d'un champ de distorsion spatio-temporelle. En pénétrant ce champ, les missiles ont tout simplement disparu. Ils n'ont pas explosé, ils se sont volatilisés, comme s'ils n'avaient jamais existé. C'était la première fois que le gardien démontrait ses capacités défensives. Et il l'a fait sans la moindre once d'agression. Il n'a pas répondu à l'attaque par une contre-attaque. Il a simplement neutralisé la menace. Après cet incident, il a transmis à la Terre un bref message. Nous avons déjà vu cela. La peur est l'apanage des jeunes vies. Nous ne condamnons pas. Nous attendons que vous mûrissiez. Ce message fut pour l'humanité l'équivalent d'une douche froide. Nous avons enfin compris l'ampleur de l'intelligence à laquelle nous avions affaire. Une intelligence pour qui nos conflits et nos peurs n'étaient rien de plus que des maladies infantiles. Suite à cet événement, toutes les discussions et les querelles ont cessé. La décision fut prise à l'unanimité. L'humanité a accepté d'aider le gardien. Nous sommes devenus ses alliés, ses navigateurs dans la quête d'un nouveau foyer. Une nouvelle et stupéfiante phase de l'histoire humaine a débuté. L'ère de la coopération. Toutes les observatoires astronomiques du monde, tous les radiotélescopes et tous les engins spatiaux ont été fusionnés en un réseau unique. Leur objectif ? La recherche d'exoplanètes correspondant aux paramètres définis par le gardien. La tâche était d'une complexité extrême. Il fallait trouver une planète dénuée de biosphère propre, dotée d'une composition chimique de la croûte spécifique, orbitant de manière stable et située dans la zone de vie siliconée, c'est-à-dire suffisamment éloignée de son étoile pour y maintenir des températures glaciales. Pendant ce temps, le gardien entamait le transfert de ces technologies, mais il procédait avec une sagesse et une prudence remarquables. Il ne nous a pas fourni de plan d'armes ou de sources d'énergie illimitées prêts à l'emploi. Il a commencé par la médecine. Il nous a transmis les principes de fonctionnement des nanorobots capables de réparer l'organisme humain au niveau cellulaire. En l'espace de quelques années, le cancer, le sida et les maladies génétiques ont été vaincus. L'espérance de vie humaine fut multipliée par plusieurs. Ensuite, il a partagé les technologies d'énergie propre basées sur l'annihilation du vide. La crise énergétique fut résolue. La pollution environnementale a cessé. La Terre a commencé à guérir lentement des blessures que nous lui avions infligées. La société humaine a amorcé une mutation profonde. La fin de la lutte pour les ressources et la survie a libéré du temps pour la créativité, la science et le développement personnel. C'était un véritable âge d'or. Pourtant, le gardien nous rappelait sans cesse qu'il ne s'agissait que d'une avance. L'objectif principal restait de trouver un nouveau foyer pour sa civilisation. Et les recherches se poursuivaient. Le temps s'écoulait. L'humanité, maîtrisant de nouvelles technologies, s'est lancée vers le cosmos lointain. Les premiers vaisseaux, propulsés par des moteurs gravitationnels basés sur la technologie des cristallides, avaient vu le jour. Nous avions établi des colonies sur Mars et les lunes de Jupiter. Mais la planète idéale pour la renaissance de la vie basée sur le silicium restait introuvable. La galaxie s'avérait beaucoup plus vivante que nous l'avions imaginé. Presque toutes les exoplanètes viables abritaient déjà une forme de vie carbonée, même primitive. Et le code de non-intervention était absolu. Pendant tout ce temps, le Vespertilio Sept restait en orbite autour de Neptune, attendant patiemment, servant à la fois de balise et de source inépuisable de savoir. Il était devenu une partie intégrante de notre culture. Pour les enfants nés dans cette nouvelle ère, l'existence du gardien était aussi banale que la lune dans le ciel. Ils n'avaient jamais connu l'époque des guerres et des épidémies. Et puis, près d'un siècle après le premier contact, les recherches ont finalement abouti. Dans le système d'une naine rouge, à 50 années-lumière de la Terre, une planète correspondant parfaitement à toutes les exigences fut découverte.
Les scientifiques l'ont baptisé Aube nouvelle. C'était un monde froid et rocailleux, riche en silicium, dépourvu d'atmosphère et de la moindre trace de matière organique. Une toile vierge, idéale pour une nouvelle forme de vie. Lorsque les données furent transmises au gardien, il resta silencieux pendant plusieurs heures, vérifiant et revérifiant l'information. Puis il envoya sa réponse. « Vous y êtes parvenu. Vous avez tenu votre promesse. L'heure est venue. Je prends la route. » La nouvelle du départ du gardien fut accueillie sur Terre avec des sentiments mitigés. D'un côté, il y avait la joie. Nous avions accompli notre mission, offrant à une grande civilisation la chance d'une seconde vie. D'un autre côté, il y avait la tristesse. En 100 ans, nous nous étions habitués à sa présence sage et sereine. Il était devenu notre professeur, notre ami. Son départ marquait la fin d'une époque entière. Une cérémonie d'adieu fut organisée. Toute la flotte humaine, tous nos nouveaux vaisseaux stellaires, formèrent une escorte d'honneur autour du Vespertilio-Sept. Depuis la Terre et toutes les colonies, un message de gratitude, formulé dans toutes les langues de l'humanité, fut diffusé. Le gardien répondit. Il nous transmit un dernier cadeau, l'archive complète de son savoir, l'intégralité de la bibliothèque des cristallides. Mais il y avait une condition. Certaines sections, celles qui concernaient les technologies les plus dangereuses, resteraient bloquées et ne s'ouvriraient que lorsque l'humanité aurait atteint un niveau de développement éthique suffisant. Il dit « Vous êtes nos héritiers », non pas au sens biologique, mais au sens spirituel. Vous avez hérité de notre rêve de comprendre l'univers, portez-le plus loin, et peut-être qu'un jour, dans des millions d'années, nos descendants rencontreront les vôtres, quelque part parmi les étoiles. Aussitôt après, le Vespertilio-Sept activa ses moteurs gravitationnels. L'espace autour de lui se déforma, et l'astéroïde qui avait tant changé notre histoire se réduisit à un point lumineux et disparut dans un bond hyperspatial. Il s'était lancé sur sa dernière route, celle du Nouvel Aube. Le silence s'abattit sur la Terre. L'ère de la coopération était achevée. Une nouvelle commençait, l'ère de la responsabilité. La responsabilité des connaissances que nous avions reçues et de l'avenir que nous devions désormais bâtir nous-mêmes. Des siècles se sont écoulés. L'humanité, enrichie par le savoir des cristallides, est devenue une véritable civilisation stellaire. Nous avons terraformé Mars, bâti des cités dans les nuages de Vénus et installé des stations de recherche dans la ceinture de Kuiper. Nous avons maîtrisé le voyage interstellaire. Notre espèce s'est transformée. Grâce au génie génétique, nous sommes devenus plus forts, plus sains et plus intelligents. Nous avons vaincu le vieillissement et les maladies. Mais nous n'avons jamais oublié les leçons du gardien. Nous respections religieusement le code de non-ingérence, manifestant un profond respect pour toute forme de vie rencontrée dans l'espace. Nous n'étions plus des conquérants, mais des explorateurs et des gardiens. L'histoire de Vespertilio-Sept est devenue notre mythe fondateur, notre étoile polaire. Nous dirigions souvent nos télescopes vers le système abritant le Aube nouvelle. Nous n'intervenions pas, mais nous observions. Et nous assistions à la lente transformation de cette planète autrefois stérile. D'immenses forêts cristallines poussaient à sa surface. Dans son atmosphère raréfiée, des éclairs d'énergie annonçaient la naissance d'un nouvel écosystème. La graine, plantée il y a des milliards d'années, portait enfin ses fruits. La civilisation des cristallides renaissait. Et nous savions que quelque part, au plus profond de cette nouvelle biosphère cristalline, une conscience nouvelle grandissait et évoluait. Elle sait qui nous sommes. Elle se souvient de ce petit peuple courageux, venu d'une lointaine planète bleue qui l'a aidé un jour à renaître. En méditant sur cette histoire,
il est impossible de ne pas s'interroger sur la nature même de l'intelligence. Le récit des cristallides nous prouve qu'elle peut revêtir les formes les plus fantaisistes et émerger dans les circonstances les plus imprévues. Nous avons pris l'habitude de nous considérer comme le couronnement de la création, un phénomène unique. Et si nous n'étions qu'une variation parmi d'innombrables autres sur ce thème? Et si l'univers était saturé de vie, mais que nous n'ayons simplement pas les moyens de l'apercevoir? Peut-être que la vie se niche dans les nuages de plasma des étoiles, dans les fleuves de méthane de Titan, ou même sous forme d'entités purement énergétiques dans l'espace intergalactique. La découverte de Vesperilio Sept a fait voler en éclats nos cadres anthropocentriques. Elle nous a enseigné l'humilité et ravivé notre curiosité. Elle nous force à regarder les étoiles non plus comme de lointains points lumineux, mais comme les foyers potentiels de civilisations si radicalement étrangères que le mot même de vie pourrait être trop restrictif pour les décrire. Cette histoire est un puissant rappel. Le cosmos est vaste et rempli de merveilles. Notre voyage à travers ces immensités ne fait que commencer. Qui sait quels autres messages dans des bouteilles, quelles arches ou quelles bibliothèques nous attendent là-bas, dans l'obscurité entre les étoiles? Quelles autres histoires de civilisations disparues nous restent-ils à déchiffrer? Et quelle histoire laisserons-nous derrière nous le jour venu? Un aspect crucial de l'héritage des cristalloïdes fut leur philosophie. Par l'intermédiaire du gardien, ils nous ont transmis non seulement des technologies, mais aussi toute leur vision du monde. Au cœur de cette philosophie se trouvait le concept de résonance cosmique. Ils croyaient que l'univers entier est un organisme unique, vibrant, et que toutes les formes de vie et d'intelligence ne sont que des notes différentes dans sa symphonie infinie. Le but de l'existence, selon eux, n'était pas la domination ou la simple survie, mais l'atteinte de l'harmonie avec cette musique universelle. Ils ne cherchaient pas à transformer le monde à leur image. Ils cherchaient à le comprendre pour en devenir une partie intégrante et organique. Cette philosophie a eu une influence colossale sur le développement de la société humaine. Nous avons cessé de considérer la nature comme une simple ressource à exploiter pour commencer à la percevoir comme une partenaire. Nous sommes passés d'une économie de la consommation à une économie de l'équilibre. L'art, la science et la spiritualité ont fusionné en une quête unique. Comprendre notre place dans ce cœur cosmique. C'était peut-être là le don le plus précieux du gardien. Non pas la technologie, mais la sagesse. Une sagesse qui nous a permis de ne pas répéter le destin de tant de civilisations qui se sont autodétruites dans leur quête effrénée de pouvoir et de ressources. Même disparus, les cristalloïdes nous ont sauvés de nous-mêmes en nous montrant une voie de développement différente, plus harmonieuse. Revenons-en à l'astéroïde lui-même. Le Vespertilio Sept était bien plus qu'un simple support d'information. Sa structure était, en soi, une véritable œuvre d'art, un prodige d'ingénierie. Imaginez un matériau capable d'auto-réparation. Si une météorite le percutait, les nanorobots intégrés dans sa structure s'activeraient instantanément, démantelant les parties endommagées pour reconstruire entièrement le réseau cristallin. L'énergie nécessaire à ce processus serait directement puisée dans l'énergie cinétique du choc. Cette technologie de matériaux régénératifs a ouvert des perspectives inouïes pour l'humanité. Nous avons pu concevoir des vaisseaux spatiaux vivants qui s'auto-réparent et des structures architecturales qui gagnent en résistance avec le temps. De surcroît, cet astéroïde était doué de capacités de camouflage. Sa surface pouvait instantanément modifier ses propriétés réflectives, le rendant soit virtuellement invisible au télescope, soit capable de mimétisme, lui faisant prendre l'apparence d'un vulgaire caillou spatial. Voilà pourquoi nous n'avions jamais détecté de tels objets auparavant. Ils ne souhaitaient tout simplement pas être découverts. Ils attendaient que nous atteignions un niveau technologique suffisant, nous permettant non seulement de les repérer, mais surtout
de les comprendre. Cela témoigne de l'incroyable patience et de la prévoyance de la civilisation des cristallides. Ils n'ont pas seulement lancé leur message dans le vide spatial, ils ont conçu un système de livraison intelligent, capable de ne se déclencher que lorsque le destinataire serait parfaitement prêt à le recevoir. Et si nous parlions du signal lui-même? La méthode de codage utilisée sidère encore les scientifiques. Ce n'était pas un simple enregistrement numérique. L'information était littéralement entrelacée dans la structure même de l'espace-temps au sein du cristal. On pourrait le comparer à un hologramme, mais pas en 3 dimensions. Il était multidimensionnel. Le moindre fragment du cristal contenait l'intégralité des données, mais avec une clarté variable. Pour accéder aux couches les plus profondes du savoir, il ne suffisait pas de lire les données. Il fallait se syntoniser sur une fréquence vibratoire spécifique du réseau cristallin. Cela impliquait une approche non linéaire de la connaissance. Il n'était pas possible de tout télécharger brutalement. Il fallait d'abord assimiler les principes fondamentaux pour déverrouiller l'accès au niveau supérieur. C'était un système d'enseignement parfait, conçu pour protéger les esprits immatures des connaissances qu'ils n'étaient pas encore prêts à gérer. Par exemple, les principes de la manipulation gravitationnelle n'étaient accessibles qu'après l'assimilation complète de la théorie du champ unifié. Quant aux technologies de création de matière, elles ne se révélaient qu'après la pleine compréhension des fondements éthiques du code de non-intervention. Le gardien n'était pas une simple bibliothèque. C'était un guide idéal, nous tenant la main sur le chemin de la connaissance, veillant à ce que nous ne trébuchions pas, ni ne nous causions de tort. La section sans doute la plus stupéfiante de la bibliothèque des cristalloïdes était celle consacrée aux civilisations qu'ils avaient croisées au fil de leurs milliards d'années de pérégrination. Il s'avérait que nous étions loin d'être les premiers ou les seuls. La galaxie grouillait de vie sous toutes ses formes imaginables. Les cristalloïdes avaient dressé une sorte de catalogue, une véritable encyclopédie galactique. On y trouvait la description de civilisations de géantes gazeuses, composées de plasma et habitant les atmosphères stellaires. Il y avait des races prospérant dans les océans sous la croûte glacée des lunes. On dénichait même des formes de conscience non biologiques, de pures structures mathématiques, existant comme des motifs dans la mousse quantique. La majorité de ces civilisations n'étaient pas technologiques au sens où nous l'entendons. Elles ne construisaient ni vaisseaux spatiaux, ni n'émettaient de signaux radio. Leur développement avait pris un chemin différent, celui de la contemplation intérieure et de la symbiose avec leur environnement. C'est précisément pour cela que nous ne les avions pas remarqués. Notre recherche était trop limitée, trop ciblée. Nous ne cherchions que nos semblables. Les cristalloïdes, eux, nous ont appris à percevoir l'intelligence dans toute sa pluralité. Ce catalogue est devenu notre feuille de route. Nous savons où chercher nos voisins galactiques, mais nous savons aussi que tout contact devra être abordé avec une prudence et un respect extrêmes. Nous ne sommes plus des enfants solitaires dans une forêt obscure. Nous faisons partie d'une immense et diverse famille galactique. Cependant, ce catalogue contenait également une section particulièrement inquiétante, celle consacrée aux grands filtres. Au cours de leur longue histoire, les cristallides avaient été les témoins de l'extinction de centaines de civilisations. Ils avaient réussi à en extraire des schémas constants. Il existe des étapes précises dans le développement de toute espèce intelligente qui se révèlent être des tests existentiels critiques. Le premier filtre est la découverte de l'énergie nucléaire. Beaucoup de civilisations n'y ont pas survécu, s'anéantissant dans des guerres mondiales. Le deuxième filtre est la création de l'intelligence artificielle. Certaines espèces ont conçu des IA qui, finalement, leur ont échappé, entraînant l'annihilation de leur propre créateur. Le troisième filtre, le plus complexe, est l'accès à l'espace et le contact avec d'autres espèces. Un premier contact mal géré pouvait engendrer des conséquences véritablement catastrophiques.
L'histoire des cristallides est devenue pour nous un véritable manuel pour déjouer ces épreuves. Eux-mêmes ont traversé d'innombrables défis et leur expérience, consignée dans l'Arche, est devenue un don inestimable. Ils nous ont montré les pièges dans lesquels nous aurions pu tomber. Et peut-être est-ce uniquement grâce à cela que nous existons encore. Nous nous tenons sur les épaules de géants sans même en avoir conscience. Vesperilio Sept n'était pas un simple message. C'était une bouée de sauvetage lancée vers nous depuis les profondeurs du temps. L'un des textes les plus poétiques et les plus profonds découverts dans la bibliothèque des cristallides décrivait leur singulière conception de la mort. Pour ces êtres quasi immortels, la mort n'était pas vécue comme une tragédie. Il la nommait sobrement « le retour aux étoiles ». Lorsqu'un cristallide sentait que son heure était venue, il s'aventurait vers l'étoile jeune, la plus proche, pour plonger dans son disque protoplanétaire. Là, son corps se désagrégeait, ses atomes de silicium et de métaux devenant les matériaux de construction de nouvelles planètes et, potentiellement, de nouvelles formes de vie. Il ne disparaissait pas, il passait simplement à un autre état, s'inscrivant dans le grand cycle cosmique de la matière. Cette conception a permis à l'humanité de porter un regard neuf sur sa propre finitude. Nous avons cessé de craindre la mort pour l'accepter comme une partie intrinsèque de l'existence. C'est l'opportunité de restituer à l'univers toute la matière et toute l'énergie que nous n'avions fait que lui emprunter temporairement. Cette philosophie s'est concrétisée dans l'établissement de nouveaux rituels funéraires. Plutôt que d'ensevelir les corps dans la terre, nous avons commencé à les envoyer dans l'espace, vers les pouponnières stellaires où les nouveaux mondes prennent forme. C'était notre façon de remercier l'univers pour le don de la vie et de rendre hommage à la sagesse des cristallides qui nous ont finalement appris à ne plus craindre l'éternité. Malgré toutes les connaissances acquises, un seul mystère persiste, celui de la grande séparation elle-même. Qu'est-ce qui a exactement provoqué l'altération des constantes fondamentales? Les cristallides ont pu décrire l'effet, mais n'ont jamais réussi à identifier la cause. Dans leur chronique, cet événement se présente comme l'intervention d'une force extérieure, insondable et impénétrable. S'agissait-il d'une simple fluctuation aléatoire dans le tissu de l'univers? Ou le résultat des actions d'une civilisation encore plus ancienne et plus puissante, expérimentant peut-être avec la réalité elle-même? Cette énigme continue, aujourd'hui encore, de hanter l'esprit de nos chercheurs. Certains pensent qu'il s'agissait d'un processus naturel, une étape inévitable de l'évolution de l'univers lui-même. D'autres avancent des hypothèses bien plus audacieuses. Ils suggèrent, par exemple, que notre univers n'est qu'un parmi tant d'autres dans le multivers et que la grande séparation aurait été causée par une fuite ou une contamination des lois physiques venues d'un univers adjacent. Si cela est vrai, cela remet en cause l'immuabilité même des lois de la nature. Et qu'un jour, notre propre vie, fondée sur le carbone, pourrait bien se heurter à sa propre grande séparation. Cette pensée nous pousse à chérir chaque instant de notre existence et à poursuivre inlassablement nos recherches afin d'être prêts à affronter tous les bouleversements que le cosmos pourrait nous réserver. L'histoire de Vespertilio Sept, a eu une influence considérable sur l'art terrestre. Un nouveau genre est apparu, l'opéra cristallin, dont la musique reposait sur des harmonies mathématiques tirées du signal des cristalloïdes. Les artistes, eux, se sont mis à vouloir représenter le monde invisible des champs gravitationnels et de la matière noire. Les architectes ont commencé à ériger des bâtiments qui reproduisaient les structures fractales découvertes à la surface de l'astéroïde. Même la mode a changé, avec la popularité des tissus et des bijoux imitant les facettes chatoyantes des cristaux programmables. L'humanité, après avoir côtoyé quelque chose de véritablement immense et d'étranger, a connu un élan créatif comparable à celui de la Renaissance.
Nous avons dépassé les bornes de notre perception habituelle, et cela s'est répercuté dans toutes les sphères de notre culture. Nous avons commencé à penser et à ressentir à une autre échelle. Non plus à l'échelle d'une seule ville ou d'une seule planète, mais à l'échelle de toute la galaxie. L'art est devenu notre moyen d'appréhender la nouvelle place de l'être humain dans l'univers. Notre façon d'exprimer ce mélange de frissons et d'extase ressentis en levant le voile sur le mystère, en découvrant à quel point le monde était plus complexe, plus beau et plus étonnant que ce que nous aurions pu imaginer. Ce fut un véritable éveil pour notre espèce. Attardons-nous un instant sur la probabilité d'un tel scénario. Un astéroïde de cette nature aurait-il réellement pu atteindre notre planète ? Du point de vue de la science contemporaine, l'idée d'une vie basée sur le silicium n'a rien d'anti-scientifique. Le silicium, tout comme le carbone, est capable de former 4 liaisons chimiques permettant potentiellement la création de chaînes moléculaires complexes. Le problème réside dans le fait que ces liaisons sont moins stables. De plus, l'oxyde de silicium, c'est-à-dire le sable, est un solide contrairement au dioxyde de carbone qui est un gaz, ce qui rend les processus métaboliques extrêmement difficiles. Cependant, dans des conditions radicalement différentes de celles que nous connaissons sur Terre, par exemple à des températures extrêmement basses et dans un environnement chimique distinct, le silicium pourrait tout à fait servir de base à la vie. L'idée d'enregistrer des informations dans une structure cristalline a également une base scientifique solide. Aujourd'hui même, nous développons des technologies de support de données à base de quartz, capables de conserver des informations pendant des millions d'années. Une civilisation qui nous précéderait de plusieurs milliards d'années aurait largement pu perfectionner cette technologie. Par conséquent, bien que notre histoire du jour soit une pure fiction, elle repose sur des hypothèses scientifiques tout à fait plausibles. Et c'est ce qui la rend d'autant plus fascinante. Elle nous pousse à nous poser la question, et si quelque chose de similaire s'était déjà produit sans que nous ne le remarquions? Et si, en ce moment même, un tel vaisseau-arche dérivait quelque part sur l'orbite de Saturne, attendant patiemment que nous soyons prêts à l'entendre? Le paradoxe est fascinant. L'humanité, après avoir accédé à un savoir quasi illimité, n'a pas perdu l'élan de ses propres recherches, bien au contraire. La bibliothèque des cristalloïdes n'a pas été pour nous un point d'arrivée, mais un point de départ. Elle nous a fourni la carte, mais l'exploration nous revenait. Nous avons obtenu les réponses à de nombreuses questions, mais chaque réponse en a suscité des centaines d'autres. Par exemple, en découvrant l'existence d'autres civilisations, nous avons voulu aller à leur rencontre. En prenant connaissance de la grande séparation, nous avons cherché à en comprendre la nature. Le savoir ne nous a pas rendus paresseux. Il n'a fait qu'aiguiser notre curiosité. C'est peut-être la nature fondamentale de l'esprit. Il est incapable d'interrompre sa quête de connaissance. Et le gardien, en nous transmettant ses archives, l'avait parfaitement compris. Il ne nous a pas donné le poisson, il nous a donné la canne à pêche. Mieux encore, il nous a révélé l'existence d'un océan tout entier, un océan dont nous n'avions même pas soupçonné l'existence. Il a éveillé en nous une soif de découverte qui, désormais, ne s'éteindra jamais. Et c'était peut-être là son objectif ultime, non seulement sauver la mémoire de son peuple, mais aussi allumer l'étincelle de la connaissance chez une autre espèce, plus jeune, capable de reprendre leur grande mission, celle de la compréhension de l'univers. Pour conclure cette partie de notre récit, je voudrais m'arrêter un instant sur une note plus personnelle. Les archives du Gardien contenaient bien plus que de simples données scientifiques et des chroniques historiques. On y a trouvé des écrits personnels, quelque chose comme les journaux intimes de certains cristallides, intégrés à la structure générale. Et l'une de ces notes, appartenant apparemment à l'un des concepteurs de l'arche, disait ceci: « Nous partons. Notre monde se désagrège, il tombe en poussière. Pourtant,
nous ne ressentons pas le désespoir. Nous ressentons l'espoir, car nous savons que la connaissance ne peut pas mourir. Elle est comme la lumière d'une étoile. Elle voyagera à travers l'obscurité jusqu'à ce qu'elle atteigne des yeux qui sauront la voir. Et au moment où vous, qui que vous soyez, lirez ces lignes, une partie de notre conscience renaîtra en vous. Nous serons de nouveau vivants, non plus dans nos corps cristallins, mais dans vos pensées. Souvenez-vous de nous, et sachez que vous n'êtes pas seul. Cette pensée, à la fois simple et si émouvante, qui nous est parvenue après des milliards d'années et d'années-lumière, est peut-être la quintessence de toute cette histoire. Ce récit n'est pas une histoire de technologie ou de monde lointain. C'est l'histoire de la continuité de l'esprit. Il raconte que la plus grande création de l'univers, c'est la pensée. Et tant qu'elle existera, tant qu'il y aura quelqu'un capable de s'émerveiller, de se poser des questions et de chercher des réponses, l'univers restera vivant. Et vous et moi, nous faisons partie de ce processus infini. Et alors que l'on pensait que l'histoire était complète, que tous les points étaient éclaircis, un dernier fait absolument stupéfiant vient de faire surface. Cette révélation a été faite très récemment, lors de l'analyse des couches les plus profondes et cryptées de la bibliothèque des cristallides, des couches qui ne sont devenues accessibles à l'humanité qu'après avoir atteint un nouveau palier évolutif. Il s'avère que la grande scission qui a anéanti leur civilisation n'était pas un accident. Les archives révèlent des traces de calculs montrant que les cristallides étaient au courant de l'imminence du changement des constantes physiques, et ce, des millions d'années avant qu'ils ne se produisent. Le plus sidérant, ils auraient pu l'empêcher. Ils possédaient la technologie nécessaire pour stabiliser le tissu spatio-temporel de leur secteur galactique. Pourtant, ils ont choisi, délibérément, de ne rien faire. Pourquoi ? La réponse se trouve dans leur tout dernier traité philosophique. Ils sont arrivés à la conclusion que cette mutation, bien que fatale pour eux, était indispensable à l'émergence d'une nouvelle forme de vie. Une forme de vie carbonée. Celle à laquelle nous appartenons. Les anciennes constantes physiques ne permettaient d'au pas la formation de molécules organiques complexes. L'univers était configuré, pour la vie, à base de silicium. Pour que nous puissions exister, il fallait qu'ils disparaissent. Et ils ont fait ce choix. Ils se sont sacrifiés, ils ont sacrifié leur civilisation entière pour nous donner la chance de naître. Le Vespertilio Sept n'était pas un simple message ou une graine. C'était à la fois une excuse et une bénédiction. Ils ne nous ont pas seulement transmis un savoir, ils nous ont offert la possibilité même d'exister. Nous sommes leurs enfants involontaires, nés des cendres de leur monde. Et cette connaissance change absolument tout. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, à voyager à travers les profondeurs du cosmos et de l'histoire. Ce récit nous rappelle que l'univers est rempli de mystères et que les plus grandes découvertes sont encore à venir. Si vous avez apprécié cette conférence, veuillez s'il vous plaît soutenir la chaîne. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines odyssées vers les étoiles. Maintenant, voici la question principale que je souhaite vous poser. Après avoir appris toute cette vérité, comment auriez-vous agi à la place de l'humanité ? Devons-nous ressentir de la culpabilité ou de la gratitude ? Et que révèle cet acte de sacrifice sur la nature même de l'intelligence dans l'univers ? Laissez vos réflexions dans les commentaires, je serai très curieux de les lire. Et pour l'instant, fermez les yeux. Et que la connaissance que nous sommes les héritiers d'une grande et bienveillante civilisation vous apporte les rêves les plus sereins et les plus lumineux. Bonne nuit.